Cette vidéo-ci va concerner toujours les communications orales saines. Alors, avant toute chose, cette fois-ci, je vais te parler des aptitudes, voilà, et de certaines choses. Bon, tout d'abord, les aptitudes. Bon, les aptitudes, bien sûr, physiques. Les aptitudes physiques. Au niveau de la communication orale simple, saine, je m'excuse, pas simple, qui facilite, on va dire, l'élocution. Elle facilite l'élocution. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, ben, je ne vais pas me cantonner à un million de choses. On pourrait voilà, faire un livre sur ça, mais c'est pas ça qu'on demande ici. Ben, que ce qu'on demande, ben, on demande de sourire quand on est au téléphone. Bien sûr, ici je parle au téléphone, par exemple. C'est de sourire avant de décrocher et en cours de conversation pour justement, on va dire, un sourire. Je vous rappelle que c'est gratuit. Hein. Un sourire, c'est gratuit. Il ne faut pas payer un sourire. Donc vous pouvez sourire tant que vous voulez, c'est gratuit. Simplement, bon, je veux dire, parfois, il ne faut pas passer pour une personne niaise. Donc c'est surtout ça, ou ou ridicule ou idiote. Donc il ne faut pas le faire, il faut le faire, voilà, quand, je veux dire, quand vous jugez utile. Voilà, vous préjugez voilà, du fait de sourire, ben, vous le faites. Voilà, tenez-vous droit, et bien sûr, et confortablement assis. Donc il ne faut pas avoir des postures, je veux dire, avec des dos courbés. Voilà, parce que ça fait penser à des gens qui ont porté des charges lourdes. Bon, quand ils étaient jeunes, ou quoi, aux caisses, ou voilà, ça fait penser à une personne qui est un petit peu, voilà, difforme, ou je veux dire, ou faible, ou je veux dire, manque de confiance, etc. Donc, euh, faut garder un dos droit. Bon, maintenant, trop droit ça fait penser, trop droit, ça fait penser à quelqu'un qui, bon, qui est, veut dire, hautain, mais c'est pas forcément. Voilà. Alors, autre chose, bien sûr, la courtoisie est de mise. Hein. Soyez toujours courtois, soyez décontracté, et bien sûr, concentrez-vous dans l'écoute. Il faut montrer que bon, on s'intéresse à ce que l'autre raconte, parce que si vous écoutez pas, vous allez montrer des intérêts, l'autre risque de voilà de ne parler pour ne rien dire, et donc se fâcher. On va se dire comme ça. On va se dire, concentrez-vous dans l'écoute. Voilà, parlez plus lentement et moins fort qu'en face à face. Voilà, ici c'est valable, euh, par exemple, au travers d'une ligne téléphonique. Alors, quand vous téléphonez aussi, évitez tout bruit parasite. Hein. Même quand vous parlez en face à face, évitez tout bruit parasite et pas de gestes, je veux dire, incongrus. Ouais, des gestes, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, des gestes incongrus. Soyez naturel, voilà. Euh, Même s'il faut jouer à un certain jeu, soyez quand même naturel. Faites des signes à vos collègues si vous êtes au téléphone, de faire moins de bruit, voilà, par un petit geste pour dire bon que vous êtes en train de vous exprimer, qu'il ne faut pas que ça fasse trop de bruit, ou alors vous isolez et vous téléphonez en étant isolé. Alors, bien s'exprimer, voilà, il y a faut aller chercher comment on appelle ça, des, des phrases typiques. Hein. Il existe des phrases typiques pour bien s'exprimer, notamment au téléphone ou dans comment on appelle ça, au niveau communication écrite. Il y a voilà, des phrases toutes faites qu'on peut utiliser. Ouais, voilà, ici au téléphone, bon, on peut utiliser aussi des phrases toutes faites qui peuvent vous aider et vous faciliter la vie. Voilà, tout en restant poli, courtois et voilà, euh, en échangeant de la meilleure de manière possible. Ben, euh, euh, il existe voilà toutes des formulations où vous pouvez trouver. Alors, un petit exercice, c'est que euh, c'est pour vous, c'est de mettre des phrases euh, où vous penseriez à un cas de figure, où vous téléphoneriez à une personne adverse et dans l'échange,
vous tentez de garder une certaine courtoisie vis-à-vis de la personne adverse et de simuler des phrases, je veux dire, toutes faites et qui sont passe-partout, mais qui sont courtoises et qui permettent, je veux dire, d'avoir un bon échange avec une personne, je veux dire, au bout de la ligne. Donc toujours, bien sûr, il y a cette fameuse politesse qui rentre en jeu. Alors, pour rester poli, c'est-à-dire, par exemple, s'il faut épeler, ben, vous direz, pourriez-vous épeler, s'il vous plaît. Voilà. Dites-moi tout, en quoi je peux vous aider. Avec le sourire, ben, s'il y a une blague qui passe à côté, tant mieux. Ouais, c'est toujours bienvenu, bienvenu. Dites-moi tout. Voilà, dites-moi en quoi je peux vous aider. Euh, euh, je ne comprends pas un fait simple. J'essaie de joindre monsieur Intel, mais il est très difficile à joindre. En ce moment, je ne sais pas si c'est... euh, voilà. Euh, enfin, je ne sais pas s'il est... savez-vous me dire s'il est joignable en ce moment? Ou pouvez-vous me mettre en contact avec un monsieur Intel, car il est difficile, ou voire même très difficile, de le joindre euh, en ce moment. Alors, préférez-vous rester en ligne ou rappeler dans quelques instants? Vous pouvez annoncer une personne. Voilà, je vais vous passer telle personne qui s'occupe, voilà, du service de voilà, un tel. Voilà. C'est à propos de quel sujet? Euh, Pouvez-vous m'appeler votre nom, votre prénom, s'il vous plaît? Ça concerne quel numéro de dossier? Je me présente, mon nom est, mon prénom est. Bon, et alors vous pouvez faire toute une panoplie, voilà, voilà, de phrases passe-partout. Ouais, et ça, c'est un petit jeu que vous pouvez faire. Marquer toutes des, vous simulez une communication téléphonique sur un sujet bien défini. Et voilà, vous pouvez même jouer avec une autre personne. Et je veux dire, établir des phrases toutes faites. Bon, maintenant, c'est à vous à trouver toutes ces phrases faites. Alors, je rappelle qu'aussi le vide au début d'un entretien téléphonique, les trous et les silences, euh, par la suite, prennent des proportions démesurées, hein. Donc, on évite, je veux dire, voilà, quand on est au niveau de téléphone, on évite tous ces fameux trous, ces brouhahas, ces trous, ces silences. Voilà, il y a beaucoup de choses à éviter. Voilà, bon. Alors, ceci étant dit, ça c'est l'aptitude physique, généralement euh, lors d'un coup de fil, mais beaucoup de choses s'adaptent quand vous allez voir, vous allez voir quelqu'un à un bureau. Ce qui se passe au niveau de la communication par voie filaire ou par voie GSM, ben, si vous allez dans un bureau, vous allez rencontrer un petit peu les mêmes phrases que je vais dénoncer, ou si ce n'est d'autres que vous pouvez, je veux dire, mettre en vue pour échanger lorsque vous allez vous rendre dans un bureau. Alors, maintenant, je vais voir les expressions de la composante communication orale. Hein. Dans les composants de la communication orale, ben, il y a le niveau corporel. Voilà. Et le niveau corporel, c'est fondamental. Voilà, le niveau corporel, et je dirais le niveau intellectuel. Le niveau corporel et le niveau intellectuel. Bon, il y a aussi un niveau relationnel, hein. Donc il y a trois niveaux. Enfin, il y a plusieurs niveaux, dont je vais en traiter trois. Le niveau intellectuel, le niveau corporel.
et le niveau relationnel. Bon, je pourrais décortiquer en cours sur d'autres aspects. Ben voilà, je vais m'en tenir déjà à ces composants ici, ces trois composants-là pour faire cette vidéo. Je m'excuse. Donc, quand on dit niveau corporel, c'est le corps en général. Donc, il faut connaître déjà son corps. C'est ses postures, ses positions que l'on prend en général. Si vous êtes un petit peu courbé, comme je l'ai dit, il faut se remettre, se remettre plus adroitement. On va se dire ça comme ça. Donc, il faut maîtriser sa situation dans l'espace, bien se connaître, d'où parler assis ou debout, mais s'entraîner à être à l'aise dans n'importe quel cas, en trouvant sa position d'équilibre, bien sûr, sans, on va dire, soutien extérieur. Il ne faut pas commencer à se positionner sur un mur et s'adosser à un mur ou voilà, prendre une posture sur une barre et discuter. Bon, ça peut se faire quand on est entraîné, je veux dire, voilà, mais il faut éviter ce genre de posture, voilà, qui dénote voilà, d'un laisser-aller. Au niveau de la personnalité, c'est un laisser-aller, on fait ce qu'on veut, voilà. Bon, on est cool, on se laisse aller, on s'en fout, voilà. Bon, le tout, c'est quand on discute avec des partenaires, ben, il faut rester, je veux dire, dans une posture, je veux dire, d'équilibre, en gardant, en ayant la maîtrise de l'espace. On va se dire ça comme ça. Bon, alors, évitez bien sûr beaucoup de choses, telles que les tics énervants, ou des tics qui sont, bon, que vous ne faites pas attention, mais c'est inesthétique pour d'autres. Voilà, d'autres vont remarquer ces tics, et je veux dire, vous semblez inesthétique et ne paraissent pas être, voilà, ne paraissent pas, je veux dire, quelque chose voilà, d'attirant à leur égard. À leur égard. Donc, les tics et les tocs, parce qu'il n'y a pas que les tics, il y a aussi les tocs énervants pour d'autres, à leur égard, ben, essayez de les éviter pour éviter voilà, un petit peu fâcher, un petit peu, parce que pour eux, ils ont une distorsion, je veux dire, de leur vue. Hein. La vue est distordue à cause, voilà, des parasites, voilà, de certains mouvements qui sont des mouvements, je veux dire, des mouvements, je veux dire, qui peuvent paraître énervants pour la partie adverse. Alors, il y a beaucoup de tics. Hein. Bon, on peut se cramponner à sa ceinture, gribouiller avec un bic ou un crayon ou en parlant, se gratter à tout bout de champ. Bon, se gratter, la personne peut avoir voilà, des petits parasites, mais ça c'est autre chose. Bon, ça il faut éviter de tout contact à ce moment-là, mais bon, si on se dit que on peut se gratter nerveusement, voilà, on peut se gratter, mais éviter, je veux dire, si c'est quelqu'un qui se gratte dans tous les sens, faut être sûr et certain que c'est pas voilà, un parasite qui pourrait se transmettre à autrui. Donc attention à ça, parce que ça peut arriver aussi en société, il y a toutes sortes de choses. Hein. Alors, on peut aussi voilà, danser d'un pied sur l'autre, marcher, marcher des allers-retours. Voilà, on fait les 400 pas. Les 400 pas, c'est aussi des tics. Bon, on vient, on revient, on va, on revient, on vient, on se gratte les cheveux, ou alors on se gratte ailleurs, ou alors, je veux dire, on fait des bruitages, je veux dire, spécifiques avec sa bouche, son nez, voilà, on fait des gestes inconsidérés, je veux dire, dans tous les sens. Bah, il y a toutes sortes de choses qu'il faut bannir, voilà, en tant que tic, et il faut s'autocontrôler, voilà. Alors il faut se tenir plus ou moins correctement. Hein. Donc on ne dit pas d'éliminer tout ça, mais essayer d'amoindrir la chose, comme on dit. Bon. Alors certains tiennent plus ou moins nerveusement leur stylo. Alors leur stylo devient quelque chose d'obsédant pour eux. Voilà. Ils font fonctionner par exemple le clic, voilà, sans arrêt. Bon, ce qui peut énerver certaines personnes, voilà. Enfoncer ses mains dans ses poches, ben, ça aussi, si on est dans un auditoire, c'est mal vu. Surtout si on est chez un patron, voilà, mettre ses mains dans ses poches, c'est mal vu.
Alors, on n'enfonce pas ses mains dans ses poches quand on est avec un orateur, hein, voilà. Par exemple, quelqu'un qui joue avec ses clés dans ses poches ou en extérieur, où il a quelque chose en main et il manipule quelque chose de manière nerveuse. Bon, la nervosité peut se traduire, je veux dire, c'est contaminer à l'autre. Un qui est nerveux, ben, ça peut énerver l'autre aussi, hein. Et bon, après avoir un nerveux, on va avoir deux nerveux. Alors, comme je l'ai dit, il y a la place occupée, les gestes, les postures, ne pas rester figé à un endroit, mais on demande de ne pas déambuler non plus. Voilà, voilà. On demande de faire des gestes souples et mesurés, et pas du théâtre. On ne demande pas de faire du théâtre, hein. On ne demande pas de faire des gestes comme voilà, ça se passe dans les tribunaux où là il y a du théâtralisme, ce qui est évident parce que certains font du théâtralisme pour voilà, défendre leurs clients. Défendre leurs clients. Voilà, on va dire c'est comme ça. Bon, ils utilisent le théâtralisme. Bon, je veux dire ça ça peut être un outil de voilà un outil bienfaiteur pour certains, on va dire aspects, mais pas pour d'autres. Si vous êtes chez comment on appelle ça, comment on appelle ça, un conférencier peut faire du théâtralisme. Un conférencier, voilà, un orateur peut faire du théâtralisme. Mais maintenant, je veux dire, si vous allez voir si vous allez dans un bureau, vous ne faites pas du théâtre, hein, tout de suite. Voilà, on va se dire ça comme ça. Il faut rester, je veux dire, les pieds sur terre et respecter, je veux dire, euh, les gens au niveau des bureaux, des administrations. Voilà, il faut éviter le théâtre. Comme je l'ai dit, éviter l'éthique, éviter de se frotter le bureau devant soi, de le gratouiller, de d'écrire dessus, voilà, et ainsi de suite. Ou enfoncer comment est-ce qu'on appelle ça, un tournevis sur un banc, ou un cutter, écrire au cutter, voilà, faire des allers-retours au cutter sur un banc de mobilier, parce que même ça c'est attaquable, attention à ça, parce que si vous êtes dans une école que vous commencez à gratouiller le mobilier, on peut voilà, vous faire payer le mobilier, ça c'est d'office, hein. Alors, il y a aussi le regard. Alors, le regard, c'est à double tranchant. Ça peut être, voilà, le meilleur auxiliaire d'usage pour le dialogue, mais ça peut être aussi un pire ennemi. Voilà, si on regarde quelqu'un de travers, je veux dire, la personne en face, l'interlocutrice ou l'interlocuteur, ben, se sentir agressé par un regard, voilà, malsain ou malvenu. Voilà. Alors, bien sûr, quand on a un orateur, ben, il faut regarder son public au moins de temps à autre pour lui montrer qu'on n'oublie pas. C'est pas qu'on fait un monologue et je veux dire on regarde par terre, on regarde au ciel et on regarde pas le public. Alors parfois pour certains regarder le public ça leur fait rigoler, ça leur fait rire, d'autres ça provoque du tract. Je sais pas comment on dit, du trac. C'est du trac, ouais, du trac. C'est une peur. Bon, certains ont le trac du public. Alors, bon, maintenant, certains ont le trac avec 10 personnes. Il y en a, ils ont le trac avec 100 personnes. Il y en a, ils ont le trac quand il y a 1000 personnes devant eux. Voilà, chacun a son trac en fonction du nombre de personnes. Bon, il y en a, au bout de 10 personnes, ils ont déjà le trac. Bon, alors qu'il y en a, il faut 50 personnes, voire 100, voire 1000 devant elles pour avoir le trac. Alors, notamment ceux qui ont joué une partition de musique devant des gens. Bon, certains font de l'évitement. Par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben justement, ils vont porter un regard qui ne sera jamais vers le public pour éviter d'être, on va dire, désarçonné par le public. Mais quelque part, si on veut prouver que on a des capacités, ben, il faut savoir aussi faire fi de son savoir, de son voilà, de ses connaissances et de pouvoir regarder aussi son public, d'être confronté à son public. Au moins de temps en temps, on ne demande pas de regarder avec insistance une personne du public, mais voilà, de parcourir le public de temps en temps, ça ne fait pas de tort. Pour dire que la personne est là. Voilà. Euh, Alors bien sûr, il faut faire attention parce que les yeux trahissent l'état d'âme. Les gens vous verront si vous êtes en panique, si vous êtes en effroi, si vous êtes en ennui, etc. Donc le regard, c'est, je veux dire, quelque chose de fondamental dans la communication. Bon. Les mimiques, ou ce qu'on appelle jeu de physionomie, et voilà, de temps en temps, il faut sourire de temps en temps. Voilà, on demande de tout sourire. Alors comme je l'ai dit, le sourire, il est gratuit, hein. Donc je veux dire, vous pouvez l'utiliser à bon escient, pas en abuser, parce que c'est vrai que si vous en abusez, on va vous dire que vous êtes une personne niaise. Voilà.
idiote ou stupide. Ou, voilà. Donc il faut voilà, peser le pour et les contre. Quand est-ce qu'il faut sourire et quand est-ce qu'il faut rester sérieux. Bon, la respiration, il faut la maîtriser pour s'exprimer avec aisance. Ou d'où apprendre à respirer posément, profondément. En plus de ça, ça déstresse la respiration. La respiration permet de se décrisper. En cas de trou, ben, de respirer profondément plutôt que de bafouiller. Bon, maintenant, ce que je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Bon, quelqu'un qui passe un examen, qui a un trou, ben, je peux vous dire qu'il est en panique. Hein. Hein, bon, c'est bien de se dire qu'on va respirer, de se décrisper, mais si on est en panique, ben, je veux dire, c'est vrai que ça va pas ramener voilà, le trou de mémoire qu'on a eu. Voilà, on va se dire ça comme ça. Mais maintenant, je veux dire, faut tout relativiser, bien sûr, euh, comme on dit. Bon, la présentation. La présentation, si elle vous laisse indifférent, ben, ce n'est pas le cas pour l'auditoire. Hein. D'où, il faut avoir une tenue simple, correcte. Si vous savez vous fondre avec l'environnement, tant mieux. Voilà. Il y a des gens qui achètent des voitures grises. Ben, c'est pour se fondre pour que leur voiture puisse se fondre dans l'environnement, parce que la couleur, ben, c'est une couleur qu'on ne voit pas fort, mais ça provoque des accidents, parce que le gris, moi, c'est difficilement perceptible, d'autant plus quand il fait gris une partie de l'année, et puis que la voiture est grise, on a difficile de la voir, je veux dire, sur le chemin. Mais disons que la présentation, c'est fondamental, hein, fondamental pour la communication. Alors, attention, qu'il y a aussi ce qu'on appelle la décontraction. Bon, j'ai recherché une décontraction dynamique, c'est-à-dire une attention sans contraction, positive par opposition, on va dire au laisser-aller. Maintenant, la décontraction, elle est malvenue à certains niveaux. Vous arrivez en short à l'école, on ne voudra pas. On ne voudra pas que vous veniez à l'école en short ou habillé décontracté, parce que bon, c'est pas un lieu de vacances. L'école n'est pas un lieu de vacances, c'est quand même, ça reste un lieu sérieux. Et donc, il y a des tenues à respecter dans le cadre voilà, de la participation d'un cours, d'un élève à son cours ou d'un élève dans les bancs de l'université, parce que bon, la décontraction, ben, parfois c'est malvenu dans certains auditoires, voire certaines écoles. Alors la voix porte, on va dire, où le regard se pose, euh, et ça c'est la première règle de l'expression orale. La voix porte où le regard se pose. La voix porte où le regard se pose. Alors, concernant justement cette voix, il y a différents aspects de la voix. Bien sûr, il y a le volume, euh, ce qu'on appelle, ou la puissance, hein, le volume ou la puissance. Il y a le débit, plus on parle vite, plus on bute. Mais un débit trop lent lasse l'auditoire ou l'auditeur. On doit éviter ces deux extrêmes, éviter le haut et les bas, c'est-à-dire les buts. Je m'excuse, comment est-ce qu'on appelle ça? Éviter comment on appelle ça de, de parler vite, éviter de parler, on va dire, à un rythme bas. Donc, trop vite, ça ne va pas, trop bas, ça ne va pas. Bah, il faut avoir un juste milieu. euh, euh, D'autant plus que si le débit est trop vite, parfois il faut aussi rechercher les mots qui vont avec. Hein, parce que bon, dans un débit trop vite, il faut savoir ce qu'on va placer par après. Si c'est du par cœur, il n'y a pas de problème. Alors, si maintenant vous faites une pièce de théâtre, que vous débit va trop vite, bon, ça va ennuyer les gens, hein, je vous le dis tout de suite. Une pièce de théâtre, ça doit rester quand même quelque chose qui est terre à terre avec, voilà, euh, euh, une pièce avec un environnement, une façon de parler qui ressemblerait à quelque chose d'existant. Donc, parler vite, ça peut se faire, mais dans certains cas de figure où euh, on se dirait qu'on aurait un acteur, voilà, on a le rôle d'un acteur, le rôle d'un acteur devrait jouer vite dans le sens où la personne, on va dire le personnage parle vite. Le personnage parle vite. Voilà. Mais maintenant, si le personnage parle vite en général, voilà, si c'est une personne connue, un personnage connu, et qu'on le fait jouer vite, bon, il va pas, je veux dire, ressembler au vrai personnage que l'on connaît. Donc, euh, il faudra, plus ou moins, si vous jouez un personnage, jouer euh,
à la même vitesse que par le personnage fictif que vous avez connu, je veux dire, ou soit au cinéma, ou soit, je veux dire, dans voilà, à la télévision, etc., etc. S'il ne parlait pas trop vite, il ne faut pas jouer euh, voilà, la pièce trop vite, parce que ça ne va pas aller avec la vraie personnalité, enfin, avec le vrai personnage, le vrai personnage. Voilà, par exemple, prenez Mickey. Mickey, il parle pas vite. Mais si vous jouez Mickey et que vous parlez trop vite, ça va pas aller. On va voir qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est que c'est vous qui allez trop vite. Donc il faut. Alors pourquoi vous pouvez aller trop vite? Il y a différentes raisons. Vous voulez vite faire passer la scène parce que vous êtes stressé, vous voulez que tout passe vite. Mais ça va pas comme ça. Que les gens ils prennent du plaisir à regarder. C'est pas pour voir une scène qui passe vite. Voilà. On va se dire ça comme ça. Bon. Donc ça c'est le début. Le début, il faut éviter de parler trop vite. Sauf si le personnage est un personnage qui parle vite. Donc on va par exemple, vous avez un personnage qui fait big big, mic mic. Voilà, tu fais tout mic mic, mais il parle pas. Ouais, il dit que ça. Mic mic. Voilà, mic mic. Voilà, bon, c'est toujours. Voilà, il parle pas. Il y a Coyote. Et voilà, voilà, l'oiseau. Ben, Coyote essaie d'attraper l'oiseau, mais jamais il parle. Il y a pas de parole. Tout le dessin animé, c'est mic mic. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, la communication, est-ce qu'il y en a? Ben, au niveau oral, il n'y en a pas, à part des cris de mic-mic, je veux dire qu'il y a le cri voilà, de l'oiseau. Mais je veux dire, euh, voilà, c'est comme ça. Il y a pas de, il y a pas de, dans ces personnages de coyote et de l'oiseau, il n'y a pas de parole. Voilà, c'est sympa. Alors, avant, il y avait aussi, voilà, il y avait des films, des séquences animées sans parole. Je parle de l'ancien temps, c'était comme ça. L'ancien temps, c'était voilà, du cinéma sans parole. Alors, bon, c'était tout des gestuels avec il y avait des actions avec des personnages, etc. Mais il y avait pas, ça ne parlait pas. C'était du cinéma muet, on va dire ça comme ça. Bon, le ton. Le ton, il peut avoir une multitude de possibilités à exploiter. Il y a le ton naturel qui est le meilleur. Le ton naturel, c'est le meilleur. Voilà. Alors, je ne parle pas du ton T-H-O-N, je parle du ton T-O-N. On va se dire comme ça. C'est pas le ton qu'on pêche. Quand je dis le ton, c'est le ton T-O-N. Donc, avec ça, il faut prendre le ton naturel. Voilà. Alors, on pourrait s'exprimer avec un autre ton, mais on pourrait tricher et se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Pourquoi pas? Voilà. L'élocution ou manière globale de parler, d'enchaîner les mots, les phrases reposent sur une pensée claire, elles se concrétisent par une bonne diction. Bon là, ça, il faut être fort pour avoir une bonne élocution, il faut, on va dire, beaucoup travailler sur, voilà, sa diction, sauf le français. Français, bon, par l'entremise du cours de français. Alors, une articulation correcte est l'affaire d'entraînement et d'attention, mais sans affectation. Donc, alors, là, on apprend l'élocution et l'articulation, c'est dans les cours de, justement, de théâtre. Les cours de théâtre, là, à ce moment, on travaille beaucoup l'élocution, l'articulation, voilà, la prononciation, etc. Alors, la prononciation, bien sûr, c'est la correction des formes sonores. Hein. Et l'accent. L'accent, c'est une pointe de personnalité qui ne doit tracasser que s'il est désagréable. Enfin, voilà, on a l'accent. Donc, en fait, les différents aspects de la voix, c'est le volume, le début, le ton, l'élocution, l'articulation, la prononciation et l'accent. L'accent, certains ont des accents méditerranéens, d'autres des accents de type anglophone. Voilà, il y a quelque chose qui est déformé dans la façon de dire les choses, parce qu'on a un accent d'un pays du sud, d'un pays voilà, méditerranéen, voire d'un pays du nord, nordique. On peut reconnaître au travers de l'accent si la personne vient de Suède, voilà, si elle parle en français et qu'elle parle avec un certain accent, on peut se dire bon, cette personne vient de Suède, d'Espagne, voilà, d'Angleterre, des États-Unis, etc. On sait détecter ça. Ouais, si c'est une personne africaine ou asiatique ou russe. Par l'entremise de l'accent. Si elle parle français avec un accent de langue étrangère, on peut capter, certains peuvent capter, voilà, le type, la nationalité de la personne. D'abord, il y a la physionomie de la personne, on peut détecter au travers de la physionomie de la personne si la personne est polonaise, si la personne est, on va dire, serbe, etc. Il y a certaines voilà, des physionomies où on peut détecter, hollandaises, on peut détecter, certains peuvent détecter voilà, des physionomies hollandaises. Et on peut détecter aussi des accents.
Alors, le niveau intellectuel. Bon, ça, le niveau intellectuel, bah, là, c'est le bagage, hein, c'est le bagou, donc le bagage, c'est le langage, le vocabulaire. Bien parler, c'est être simple. Un vocabulaire demande donc de la clarté. Voilà, la clarté, le choix des mots, de la précision, un maniement souple et vif des mots. Euh, euh, Ça va demander aussi de l'argumentation, la souplesse, comme je l'ai dit, la vivacité, euh, dans le maniement, hein, des mots. Ouais, voilà, voilà. C'est comme un manuel. Bon, il manipule bien ses outils. S'il manipule bien avec souplesse et de façon correcte utiliser l'outil, bon, on dirait que bon, c'est un bon manuel. Parce qu'il utilise bien correctement ses outils et il travaille que. Ici, c'est la même chose, mais au niveau intellectuel. Donc, il ne manie pas des outils. Ici, les outils qu'il a, c'est ses mots. C'est les mots. Voilà, c'est du verbiage. Le verbiage qu'il va utiliser. Alors, euh, niveau intellectuel, on peut retrouver d'innombrables personnes, telles que les poètes, les poètes, les philosophes, les avocats, voilà, les médecins, etc., etc. D'innombrables personnes qui manipulent, je veux dire, savent manipuler le verbe. Alors, bien sûr, des notaires, des avocats, qui ont eu beaucoup de cours de français aussi. Hein. Ils ont eu beaucoup de cours de français et donc ils savent manipuler le verbe. Le verbe. Bien sûr, comme je l'ai dit, la poésie, le théâtre, les acteurs de cinéma, d'innombrables métiers manipulent, je veux dire, le verbe. Notamment, je veux dire, la, dans la religion, les professeurs, les professeurs, dans la religion, il y a les prêtres de toutes sortes, tous abords. Et voilà, tous ces gens-là, tous ceux qui font de la lecture et voilà, de la parole, ben, sont considérés comme des personnes intellectuelles qui manipulent correctement voilà, les mots. Les mots. Alors, il faut parler à chaque personne, chaque auditoire, d'une façon singulière, qu'il puisse comprendre tout en gardant un style personnel. Euh, tout c'est, voilà, c'est ne pas parler non plus trop compliqué, c'est de savoir aussi trouver les mots simples pour faire comprendre, voilà, le message qu'il veut faire passer à son auditoire. Parce que une bonne communication, c'est de se faire comprendre aussi. Il y a l'émetteur, le récepteur, un message doit passer. Si le message est clair, voilà, donc une certaine forme de clarté au message, avec le bon choix des mots qui sont simples et précis, ben, on arrive vite à une communication qui va être réussie. C'est-à-dire que le récepteur, malgré que l'émetteur est de type intellectuel, ben, on pourra déceler voilà, les, les messages passés par le message passé ou les messages passés par une personnalité qui exprime un langage, enfin qui communique avec un langage de type intellectuel. Alors à ce moment-là, il y a bien sûr la structure de pensée. Le but, c'est pourquoi c'est parler pour se faire comprendre, bien sûr. C'est pas pour parler pour se faire, voilà, pour se faire, pour ne pas se faire comprendre. On parle pour se faire comprendre, et pas pour noyer un poisson. Voilà, pour transmettre des informations, pour communiquer des sentiments ou voir des impressions. Voilà. Donc tout ça, ça exige d'organiser les idées, les idées qu'on veut faire circuler, qu'on veut faire jaillir de nos, voilà, les pensées qu'on veut faire jaillir de, voilà, du cerveau. Il faut faire vivre donc le message en suivant une démarche logique, c'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Encore une fois, c'est toujours bon dans la communication, il y a toujours les bonnes questions à se poser. Qu'est-ce que je veux dire exactement? Voilà. Qu'est-ce qui est essentiel à dire? Qu'est-ce qui peut être, enfin, comment on va dire, on peut habiller son message hein, pour qu'il puisse passer de manière subtile, voire par canal normal. Voilà. Il y a ce qu'on veut dire. Voilà.
Voilà, donc on peut formuler toute une panoplie de questions. Voilà. Euh, il y a ce que je dis, il y a ce qu'il entend et il y a ce qu'il comprend. Voilà. Et ce qu'il en reste. Alors, comme je dis, ça ne suffit pas de bien dire. Il faut s'assurer, bien sûr, aussi qu'on a été compris. Et bien sûr, il existe aussi, voilà, par l'entremise d'un feedback, voilà, de percevoir si euh, la partie adverse a compris le message. Alors, acquérir une pensée, on va dire, personnelle, pour exprimer ses idées, encore faut-il en avoir. On possède tous un embryon de pensée acquis par nos réflexions, nos expériences, nos goûts, nos désirs, nos besoins, etc., etc. Il y a d'innombrables éléments qui nous, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui nous, qui, qui nous disent qu'on a des acquis concernant, je veux dire, la façon de formuler, enfin, plutôt la pensée, la pensée. Alors, ces éléments, bien sûr, comme je vous l'ai dit, peuvent s'enrichir par des efforts, par exemple d'observation, de réflexion, de méditation, de recherche, des efforts d'information, la lecture, de documentation, d'écoute. Mais on ne devrait pas parler que de ce que l'on pense, sent et aime. Pourtant, on ne peut pas tout dire partout et tout de suite. Il faut penser son public. Alors, son public, qui est-il, bien sûr, le public? Qu'est-ce qui l'intéresse? Quel est son niveau de conscience, etc. Voilà, donc il faut se mettre en phase avec son public. Faut être en phase avec son public. Bon, la plupart du temps, bon, tout ça, euh, vous avez ça dans des bouquins. Vous voulez, voilà, travailler un petit peu, voilà, on va travailler un petit peu, je veux dire, du texte, l'élocution, voilà, les articulations. euh, bon, il existe des bouquins, tout plein de bouquins qui permettent de vous aider là-dessus, ce qui sont, je veux dire, avec des exercices là-dessus. Maintenant, acquérir une pensée personnelle, ben, là aussi, il existe des bouquins qui vous aident aussi à remplir cet objectif-là. Donc, les divers objectifs de communication peuvent être remplis par l'entremise de documentation que vous pouvez aller chercher au travers des bouquins et d'aller lire. Vous lisez les bons bouquins qui vous aident à remplir cette mission, voilà, de pouvoir dialoguer au mieux avec les meilleurs mots et avoir d'innombrables mots en votre, comment est-ce qu'on appelle ça, en votre possession, pour pouvoir justement élaborer, je veux dire, des phrases euh, bien construites pour pouvoir formuler votre pensée et voilà, la véhiculer pour que un auditoire ou une personne, je veux dire, adverse puisse tout au moins s'intéresser à votre message, l'écouter, les décortiquer et peut-être le comprendre et bien sûr peut-être vous répondre à ça. Alors ça c'est pour le niveau, les acquis d'une pensée personnelle. Comme je dis, vous pouvez lire des bouquins, vous tirez plein d'enseignements, des informations concernant, je veux dire, comment acquérir une pensée personnelle. Je vous l'ai dit, euh, euh, en gros ça vient souvent, on s'enrichit euh, grâce à l'observation, à la réflexion, à la méditation, bien sûr à la recherche euh, d'informations, bien sûr, de documentation et d'écoute. Il faut écouter, je veux dire aussi, prendre l'expérience de certaines personnes. Il faut écouter les personnes. Plus vous écoutez, plus vous allez aller à l'université. C'est aussi prendre de l'expérience, de l'écoute des orateurs, c'est-à-dire des professeurs d'université qui parlent. Et donc, le fait de les écouter, vous allez acquérir une certaine expérience, voilà, enrichissante, qui vous permettra aussi d'élaborer, je veux dire, euh, voilà, une pensée personnelle, parce que vous allez écouter, et l'écoute favorise aussi le fait d'acquérir voilà, de la pensée.
personnel. D'autant plus que vous passez, c'est ceux qui font de l'université peuvent passer au moins 4-5 ans, voire plus, sur les bancs de l'université, avec toujours des orateurs qui véhiculent des pensées et qui peuvent transmettre leur savoir au niveau de la pensée à d'autres personnes qui peuvent utiliser ces pensées-là pour de nouveau, eux-mêmes, élaborer de nouvelles pensées. Donc je vous dis, c'est l'observation, la réflexion, l'écoute, bon, la recherche de documentation, mais la lecture voilà, dans des bouquins adaptés, tels que comment acquérir une pensée personnelle, comment avoir du bagou, comment dialogue avec eux. Voilà, c'est des outils de communication qu'on peut retrouver dans le commerce. Il y a d'innombrables bouquins là-dessus. Alors, le troisième niveau, c'est le niveau relationnel. On va dire, au niveau du relationnel, ben, on ne s'exprime pas pour soi tout seul. D'où il faut acquérir une connaissance aussi minimale des relations humaines. Bon, encore une fois, on est là dans les relations humaines. Donc, un climat de relation demande donc de l'amabilité, la maîtrise de soi face à l'agressivité ou ses propres blocages, bien sûr, le respect des opinions d'autrui, pour autant qu'elles sont, je veux dire, qui ne sont pas, je veux dire, des insultes. Voilà, ici, de toute façon, je suis en communication saine et pas en une communication orale. Je suis en communication orale saine et pas nauséabonde. Donc, ici, si je parle d'opinion, c'est des opinions, je veux dire, bon, respectables. Donc, il faut respecter les opinions respectables, parce qu'on peut ne pas respecter des opinions qui ne sont pas respectables. D'ailleurs, des opinions non respectables ne se respectent pas du tout. On ne doit pas respecter des opinions non respectables. Alors, il y a des opinions qui sont malsaines, très nauséabondes à entendre, à écouter, parce que ça diverge vers voilà, des points de vue névrotiques, voire voilà, d'opinions, je veux dire, extrêmes, d'opinions extrêmes. Alors, aussi, bien sûr, la connaissance minimale des relations humaines, c'est aussi la compréhension des différences. Si on commence à comprendre les différences, ben, on peut déjà voilà, avoir une base relationnelle au niveau de la communication. Alors, un phénomène de mimétisme s'installe le plus souvent si l'orateur est crispé, l'auditoire sera bientôt mal à l'aise, donc l'auditoire entrevoit l'orateur. C'est comme si vous avez, au pire des cas, un orateur qui est sourd, ben, on va dire, l'auditoire va s'en amuser. Voilà, l'auditoire va s'en amuser. Alors, si l'orateur est convaincu, ben, l'auditoire sera convaincant. Si l'orateur est indolent, ben, l'auditoire s'endormira. C'est-à-dire qu'il y a une relation, je veux dire, un lien établi, direct, entre l'orateur et, on va dire, l'auditoire. L'auditoire peut respirer, je veux dire, une certaine forme on va dire, une certaine forme, on va dire, c'est un effet de groupe qui va arriver. Hein. C'est un effet de groupe, parce que l'auditoire, c'est un groupe. Alors, peut jaillir de là, voilà, on va dire on va dire des aspects qui viendront tout droit de l'orateur. Ils viendront tout droit de l'orateur. L'auditoire se comporte ainsi parce que l'orateur est ainsi. Donc il y aura une relation directe de cause à effet. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que l'orateur est tenu, je veux dire, à avoir une certaine, voilà, une certaine façon de se présenter, d'occuper l'espace, de, de se tenir à certains niveaux pour ne pas montrer que certains aspects, parce que si certains aspects vont se retrouver chez l'orateur, mais d'office, il peut avoir une contamination chez l'auditoire. Chez l'auditoire.
On va se dire ça comme ça. Alors, maintenant, est-ce que l'orateur va toujours avoir la même façon de se présenter? Non, parce que aucun groupe, aucun auditoire ne se ressemble, ou ressemble à un autre. On va dire, aucun auditeur ne ressemble à un autre. Donc, d'où la nécessité pour l'orateur bah, de se renouveler, parce qu'il ne va pas toujours faire la même chose, parce qu'à ce moment-là, s'il tombe sur un autre auditoire, voilà, un auditoire n'est pas l'autre. Donc, il faut qu'il s'adapte au nouvel auditoire. Et donc, il doit renouveler sa façon de voir les choses. Voilà. Et donc, euh, pour éviter tout phénomène de mimétisme, il doit voilà, faire fi de beaucoup de choses et se contrôler. Se contrôler. Je vous remercie.